vu quand même diversité d'usages dans cette salle de l'homéopathie entre les centres antidouleurs de l'hôpital, le médecin généraliste, le vétérinaire, l'élevage, la pharmacie ou chez une sage-femme. Moi, je suis certain que ces témoignages, en tout cas, ça doit susciter pas mal de questions ou de remarques chez vous. Et cette soirée, elle est là aussi. Il y a une soirée de discussion et d'échange. Si vous avez toutes les questions à leur poser, moi, je vous propose de vous prendre voilà, les 20 dernières minutes de cette soirée pour que vous puissiez prendre la parole, soit apporter un témoignage supplémentaire aussi sur ce que vous avez vu, vécu, expérimenté en homéopathie. C'est important de le dire parce qu'on a entendu beaucoup de choses contre l'homéopathie. C'est important de dire aussi ce qui va bien et ce qui marche. Et pour que ça se passe bien, je vous demanderai juste 3 petites choses. C'est de vous présenter avant de prendre le micro et puis de faire des interventions assez courtes parce que je vois déjà beaucoup de bras qui se lèvent pour que les micros puissent circuler un maximum et que nos intervenants puissent vous répondre et puis surtout de ne pas parler ou de poser de questions qui relèvent de quelque chose de personnel. Voilà, je ne sais pas avec qui on va commencer. Je vous croyais voir un bras là-bas, si on peut vous apporter un micro rapidement, monsieur. Et puis je regarde s'il y a d'autres bras qui se lèvent en même temps, qu'on puisse anticiper un deuxième ici, un troisième ici, un quatrième là-bas. Alors, hop, au pas de course, on vous envoie. Voilà, c'est monsieur avec une chemise à carreaux en face de nous, si on peut lui apporter un micro. Voilà, allez-y. Oui, bonsoir, Pierre Gardin. Est-ce qu'on a des éléments comparatifs de l'homéopathie dans d'autres pays un peu similaires aux nôtres? Ouais, merci. Qu'est-ce qui peut répondre là-dessus? Dans l'homéopathie, dans l'usage, le remboursement, si l'homéopathie qu'on peut avoir ailleurs. Est-ce que quelqu'un autour de la table, je vois le docteur Millard par exemple, notamment ce qui se passe peut-être en Suisse, en Allemagne? Merci d'avoir posé cette question. C'est vrai que je ne suis peut-être pas la mieux placée pour y répondre, mais je crois que par rapport à la question du remboursement que vous faites allusion, je crois qu'il y a eu des mesures. Non, c'est une question assez générale par rapport à la pratique de l'homéopathie. Elle est très universelle en fait. Très universelle. Plus importante ailleurs qu'en France? Plus importante, je ne vais pas pouvoir répondre à ça en termes d'utilisation, de prescription, je ne sais pas. Mais en termes de consommation d'homéopathie, c'est peut-être les gens des laboratoires qui pourraient mieux nous en parler. Mais elle est vraiment universelle. Voilà, en tout cas, peut-être oui, Madame Davout-Farvasian. Oui. Je veux dire que c'est l'Inde qui, en fait, a le plus grand nombre de médecins. C'est culturellement très inscrit. Il y a des cliniques homéopathiques. Voilà, et en plus, les Indiens sont pourvoyeurs de bon nombre d'études très intéressantes, mais à des dilutions infinitésimales que nous n'avons pas en France, puisqu'on s'arrête au 30 CH et eux vont bien au-delà. Voilà, puis la Suisse récemment a fait une votation, donc une sorte de référendum où ils ont demandé s'il fallait continuer à rembourser ou ne plus rembourser l'homéopathie, et la réponse a été positive, donc continuer. Les Suisses ont voté pour la continuité du remboursement de l'homéopathie. Monsieur. Oui, bonjour, je suis Alexis Placet, je suis le président de l'association du scepticisme scientifique de l'Ouest. On est une association, on essaie de se baser justement sur la médecine par les preuves, sur les données scientifiques pour établir un peu nos avis. Et j'ai quelques questions justement sur l'aspect scientifique de l'homéopathie. C'est justement c'est pour ça qu'on est là ce soir, c'est parce qu'il y a une remise en cause de tout ça. On a eu pas mal de témoignages ce soir. Alors du coup, je dis pas le contraire, c'est toute bonne foi. Je remets pas en cause non plus les médecins comme quoi, apparemment certains de nos confrères traitent de charlatans. Je pense que c'est pas les plus malins qui disent ça. Ce que je voulais dire, c'est que voilà, du coup, on vous demande des études scientifiques. On demande des études scientifiques parce qu'on sait qu'avec les témoignages, il y a beaucoup de biais. Donc voilà, on a vu tout à l'heure avec l'interview de Alexander Tournier, c'est ça, ouais. Qui avait des études scientifiques qui sortaient. Effectivement, il y a des études scientifiques sur l'homéopathie qui vont dans le sens de l'homéopathie, mais il y en a aussi beaucoup qui vont dans l'autre sens, qui disent que non, l'homéopathie ça marche pas. Il y a aussi beaucoup de méta-analyses, donc c'est des études qui majoritairement, plus de 98% si je dis pas de bêtises, disent que l'homéopathie ne fonctionne pas. J'aimerais savoir pourquoi, du coup, vous dites aujourd'hui qu'il y a des études, alors que globalement, le consensus scientifique dit que non, ça ne fonctionne pas. Alors, peut-être Noël Davout qui enseignait en faculté, vous allez pouvoir répondre. Je rappelle, il y a quand même 5000 études globalement sur l'homéopathie, dont 500 études cliniques, mais je vous laisse compléter, c'est vous l'enseignante. Alors, j'entends bien que l'anecdote n'est pas science ni preuve.
Voilà, nous avons parlé de constats expérimentaux. Les études des physiciens nous interrogent sur les hautes dilutions. Elles ont été abordées. Il y a quand même des éminences. Le professeur Louis Rey, qui est décédé depuis quand même quelques temps, sur la thermoluminescence. On a parlé de résonance magnétique nucléaire. Clairement, que se passe-t-il au niveau solvant-soluté? Probablement des remaniements, des nanobules. Bon, tout ceci ne prouve pas effectivement l'efficacité de l'homéopathie. Et pour l'efficacité, il y a quand même des études, à la fois sur les plantes. Bon, on pourra en reparler en aparté si vous voulez. Il y a des études de pharmaco-épidémiologie, certes ce n'est pas la preuve, mais essayez de voir en matière de santé publique, on a des preuves qu'aujourd'hui, consommer moins par exemple d'anti-inflammatoires, consommer moins d'antibiotiques, consommer moins d'anxiolytiques ou d'antidépresseurs, il y a des études. Oui. Oui, mais les études ont été faites sur des patients avec des prescriptions d'allopathes, d'homéopathes et de pratiques ouvertes allo plus homéo. Et on a constaté qu'il n'y avait pas de perte de chance chez ces patients, qu'ils étaient en aussi bonne santé que les autres, et en particulier en matière de dépression, le risque suicidaire qui a été évalué était le même qu'on soit traité par homéopathie que par antidépresseur. Ce serait intéressant que vous échangiez peut-être d'ailleurs des études ou des références d'études. Laurence, voilà. Vous vouliez compléter également sur cet aspect études scientifiques, vraiment la marotte en général. Oui, c'est bien d'avoir posé cette question-là, et je reconnais bien la jeunesse là, parce qu'à l'école vétérinaire, on a les mêmes, Catherine Cavaret qui est dans la salle, me contredira pas, on a exactement les mêmes réactions de la part du jeune public. On essaye de tout faire passer dans la médecine basée sur l'évidence. C'est ça que ça. Or, d'emblée, l'homéopathie se situe dans un autre champ, puisque c'est de la médecine individuelle. Donc comment peut-on, si on veut faire de l'homéopathie profonde, individualisée, efficace, mettre ça dans le champ des randomisations et d'expériences basées avec le même protocole? C'est complètement impossible. Alors il y a des exemples qui sont... Alors attends, je finis. Il y a des études qui ont été faites et alors ça c'est quand même un argument. Un point. J'ai pas la réponse. On va en discuter, mais pour moi, une attitude scientifique, c'est une attitude ouverte, une attitude qui n'a pas d'a priori, une attitude qui regarde ce qui se passe et qui essaye d'aller vers l'inconnu. Effectivement, on ne sait pas exactement comment ça marche. On sait, et les physiciens quantiques l'ont mis en évidence, et Marc Henry notamment a démontré que des solutions dans lesquelles il n'y avait plus aucune molécule étaient efficaces sur des gènes, et bien si quand même. Et ça, pour les physiciens quantiques, c'est pas un problème, l'homéopathie. C'est vraiment pas un problème. Donc, si on se met dans le champ de la chimie, évidemment, on ne peut pas comprendre et on nie la réalité. Si on se met dans le champ de la physique, alors je ne suis pas physicienne, mais a priori, ça ne leur pose pas de problème. Voilà, donc ça c'est un deuxième élément. Troisième élément, c'est quand vous avez un animal et qui réagit en 2 heures alors que vous savez pertinemment qu'il va mourir si on ne fait rien. Ben, j'en sais rien, mais en tout cas, moi, ça me va bien. Et quand vous avez un chien qui a de l'eczéma, qui est sous corticoïdes en permanence, on arrête les corticoïdes, on lui donne un premier médicament, ça marche pas. Homéopathique. On donne un deuxième médicament homéopathique, on n'a pas de chance. Enfin, voilà, on a mal visé, on a mal fait notre questionnaire, etc. Le troisième fonctionne, il fonctionne 6 mois, ça recommence, on redonne, ça fonctionne, on redonne, ça fonctionne, et à chaque fois que ça fonctionne, là, on se dit quand même, il y a quelque chose. Donc, je vous encourage à aller essayer. Et je pense que quand on essaye, alors c'est pas grave, c'est dommage. C'est juste dommage pour vous. Mais franchement, moi je trouve ça dommage. Je voudrais, est-ce qu'on peut passer le micro
Et c'est bien de poser ces questions, c'est vraiment des questions légitimes à poser. En fait, moi, quand je suis sortie de l'école, j'étais comme ça parce que j'étais complètement formatée. Et puis, non, mais vous n'êtes peut-être pas sortie tout de suite, je ne sais pas. Mais enfin, voilà. Après, de toute façon, on sent bien que c'est un dialogue de sourds et c'est ce même dialogue depuis des décennies. Donc, voilà. Et je pense que l'homéopathie est attaquée parce qu'elle marche. Si elle ne marchait pas, elle ne serait pas attaquée parce qu'il n'y aurait même pas besoin. Je voudrais... Attends, est-ce qu'il y a d'autres questions qui sont en train de se poser et elles sont fondamentales. Je voudrais passer le micro à Jocelyne Cinquin. Tenez, gardez-le juste en 30 secondes parce qu'elle est importante, la question que pose à juste titre monsieur sur l'évidence scientifique ou pas. Mais il y a un regard scientifique et il y a aussi le regard du médecin ou le regard du soignant. Et on a entendu tout au long de cette soirée, plusieurs fois, je ne sais pas si ça fonctionne, je ne sais pas expliquer comment ça fonctionne, mais ce que je vois, c'est que ça fonctionne et que la personne en face de moi, eh ben, elle a moins mal, elle va mieux, et après tout, c'est l'effet que l'on cherche, nous, d'abord, en tant que soignants, avant d'être des scientifiques, chercheurs pure souche. Comment est-ce que vous aimeriez aussi répondre à cette question avec cette petite nuance, vous qui en centre antidouleur, avec des personnes qui sont donc en grande difficulté, en grande souffrance, viennent vous voir, et vous leur proposez de l'homéopathie, alors que, voilà, il y a des discussions, même si on a des études qui prouvent, on a d'autres qui ne prouvent pas. Comment est-ce que vous appréhendez cette question, vous, Jocelyne Cinquin? Souvent, quand les patients viennent nous voir, je dirais pas que c'est la dernière chance, mais ils ont fait quand même pas mal de choses en allopathie. J'attends de vous que j'aille mieux et que j'ai moins mal. Alors, on dit souvent que je m'appelle pas, enfin, on s'appelle pas Bernadette Soubirous, on fait pas de miracle, rien du tout. C'est encore un autre registre. Oui, ça c'est autre chose, hein, mais et c'est pas moi qui décide, hein, c'est le médecin. Mais quand le médecin leur dit bon écoutez, effectivement, il y a tel médicament qui vous ont rendu beaucoup plus malade, on va essayer l'homéopathie. Ils refusent jamais. Ils sont même quelquefois même assez surpris ou même contents. Il n'y a pas d'effet secondaire. On parlait des femmes enceintes aussi, mais il y a des personnes âgées qui ne peuvent pas prendre certains médicaments, des femmes enceintes aussi. Nous, notre problème aussi, que l'on a, la grande maladie, enfin entre guillemets, maintenant c'est la fibromyalgie. Donc ça atteint donc des jeunes femmes jusqu'à 50, 60 ans, etc., avec des douleurs partout, où personne jusqu'à présent n'est capable de trouver un traitement adéquat et qui peut faire quoi que ce soit. Eh bien, quand on arrive quand même à déjà leur permettre de mieux dormir, d'être moins stressés, ou alors avoir donc un démarrage le matin qui est et moins de fatigue surtout, parce que ce sont des personnes fatiguées, fatigables, eh bien, quand elles arrivent à avoir un peu plus de force, c'est déjà pas mal. Ouais. Quand une patiente vous dit « j'arrivais plus à faire mon jardin, j'étais toujours dans mon fauteuil et maintenant j'arrive à faire un peu de jardin, mais par parcimonie, mais j'arrive quand même à faire un peu », pour nous c'est déjà... En médecine, il faut être humble et accepter qu'il y ait une petite amélioration. On ne demande pas... L'important, c'est le patient. Merci de cette réponse aussi, une cinquième. Puis n'oublions pas, soigner un patient, c'est pas qu'une molécule, c'est un patient, c'est un soignant, et c'est une relation entre les deux. D'autres... Alors, je ne sais pas où est passé le micro. Voilà, pardon madame, je ne vous voyais pas. Bonsoir, donc Annick Poupier. Moi je voudrais témoigner ici qu'aujourd'hui j'ai 66 ans et que je me soigne en homéopathie depuis l'âge de 22 ans. Et que mes 3 enfants ont été soignés en homéopathie. Et je vous assure que grâce à l'homéopathie, compte tenu de mes fragilités d'origine, je peux dire que quand même je suis en bonne santé, d'une part. Ensuite, je voudrais dire que j'ai eu des antibiotiques 2 fois. Une fois concernant une grippe et une fois où je basculais en pyélonéphrite. D'où l'importance, je crois que madame la pharmacienne disait que c'était important d'essayer d'aller vers une médecine intégrative. Et moi, je rêve du jour où la médecine allopathique et les médecines, comment on dit, les médecines complémentaires vont travailler ensemble. Parce que moi, de ma réflexion et de mon parcours de vie, il me semble que les deux sont nécessaires avec de la réflexion
et, dans une démarche de bonne intelligence. Voilà. Merci madame de ce témoignage. Alors les micros passent un peu partout. Allez, je vous demande, monsieur là-bas, toutes les questions, vous avez vu, hein, toutes les questions, toutes les remarques sont bonnes à prendre à écouter ce soir. Je voulais juste raconter quelque chose pour le monsieur qui est sceptique. On sait, je ne sais pas comment il s'est appelé, mais la personne, on sait aujourd'hui le rôle de la confiance qu'on a dans le soignant. Et qu'effectivement, le soignant, ce n'est pas quelque chose de scientifique. Et que les résultats qu'on va avoir vont être totalement différents quand la personne est en confiance avec le soignant que quand elle ne l'est pas. Et c'est vrai que moi, je soigne les bébés, je peux vous assurer qu'ils ne vont pas me dire ce qu'ils ont. Mais quand je vois qu'ils vont beaucoup mieux, ce que j'ai du mal à comprendre quand même dans ce qui se passe aujourd'hui, c'est pourquoi vous ne laissez pas les gens choisir, hein, tout simplement. Oui, alors c'était pas la remarque de monsieur. On vous donnera le micro tout à l'heure, parce qu'en fait, il y a pas mal de bras qui se lèvent. Monsieur là-bas. Bonsoir. Ah, il doit marcher normalement le micro. Logiquement, il est ouvert. Oui, bonsoir, Jean-Jacques Lelièvre. J'ai eu un exercice de dentisterie pendant 40 ans. Je dirais que je suis venu au fil des années à une dentisterie holistique. Je voudrais juste dire à monsieur sceptique, puisqu'il s'est défini ainsi. Le pauvre, ça va être sa fête ce soir. Non. Juste pour lui dire que c'est très dommage, parce qu'il est jeune. Il devrait avoir en tête 2 mots en permanence dans sa pratique. Pourquoi pas? Ça, c'est une première chose. La deuxième, c'est que on n'a pas la science infuse. On a un savoir. On continue à acquérir des choses tout au long de son exercice, mais si on n'a pas cette ouverture du pourquoi pas, on n'avancera pas beaucoup, on restera muré dans ses certitudes. Et une dernière chose, ça se passait au Moyen-Âge, il y en a un qui a fait de la tôle pour ça, il avait raison pourtant, mais il n'était pas dans les bons référentiels de l'époque. Il disait « et pourtant, elle tourne ». Alors, je ne sais pas où est passé le micro. Madame, allez-y. Bonjour, Madame Gibéanic, j'ai 77 ans. Je ne prends aucun médicament sauf de l'homéopathie. Et je voudrais savoir, en cas je serais hospitalisée dans un hôpital, comment on pourrait me soigner? Parce que je ne prends aucun médicament. J'ai fait une hépatite virale, j'ai été soignée par homéopathie. Tous les ans, j'allais voir la spécialiste et elle me disait si mes patients étaient aussi bien que vous, je serais très contente. Jocelyne Cinquin, question très compliquée, hein, parce qu'on ne peut jamais tirer non plus d'un cas particulier des généralités, et puis l'hôpital a son fonctionnement aujourd'hui. Ça, c'est le changement de mentalité des médecins et de tous les hôpitaux. Moi, on a parlé aussi de l'aromathérapie, on a parlé de la phytothérapie. Moi, je suis vraiment pour ça, pour les médecines donc parallèles. L'allopathie, je ne la renie pas, bien évidemment, hein, mais je pense que effectivement, si il y avait un changement de mentalité au niveau des médecins, mais ça aussi donc dans la nouvelle génération. Oui, parce qu'il y a aussi la nouvelle génération, mais il y a aussi ceux qui s'y sont mis. Hein. Je sais que moi j'ai eu la chance d'avoir le docteur Machnouk là, qui est présent aussi, qui m'a accompagné ce soir, qui a bien voulu changer aussi sa mentalité de médecin cartésien. Parce que c'est un pur et dur avec justement donc en faisant donc des injections. Alors pour répondre à votre question, je peux pas trop répondre à votre question, mais j'ai une patiente qui ne supporte pas aucun médicament allopathique. Hein. Moi, je ne sais pas si je les supporte, mais je ne les prends pas. Oui, non, mais elle ne les supportait pas. C'est-à-dire, je vais vous expliquer. Elle se fait opérer donc d'une hernie inguinale. Quand on se fait opérer d'une hernie inguinale, on n'a pas trop de chance, soit une AG, une anesthésie générale, ou alors une rachianesthésie, hein, pour que ça puisse... Elle a prévenu que de toute façon, donc, elle allait très mal supporter les médicaments.
même si elle a eu donc une intervention chirurgicale donc assez courte, etc. Donc elle n'était pas très bien. Elle ne voulait prendre aucun antalgique. Bon, on en a donné quand même parce que, bien sûr, elle souffrait. Donc, elle a été malade, etc. Donc, elle n'a pas trop aimé. Donc, en fin de compte, elle est allée voir aussi son homéopathe qui lui a donné des choses pour la préparer avant. Par exemple, il y a des gens aussi qui ne supportent pas, si vous voulez, donc d'avoir un IRM ou alors un scanner quand on passe dans ce tube comme ça, etc. On est angoissé. Alors c'est pas la peine de donner pour moi bien sûr, du Xanax, de l'Exomil et tout ce qu'on veut. On peut donner autre chose et se préparer un peu avant. Maintenant, lorsque je crois, par exemple, lorsque les gens, alors je dis pas pour les cancers parce qu'il faut surtout pas faire, faut pas du charlatanisme, hein, je dis bien ça. Il y a des soins de support pour les cancers, mais ça va pas supporter le cancer, soigner le cancer. Hein, et il faut pas dire ça. Mais quand vous avez, par exemple, quelqu'un aussi qui est agité, qui est angoissé, etc., vers la fin de sa vie, bien sûr, on peut faire les soins palliatifs avec la morphine pour qu'il soit accompagné correctement. Mais si il y a autre chose, il y a une autre peur pour certaines pathologies ou l'annonce, enfin des choses qui sont un petit peu difficiles à supporter, je pense qu'il y a une alternative, c'est demander par exemple à un médecin de faire la prescription, admettons, ou alors même des infirmières aguerries où on peut conseiller donc des choses, et que les gens de la famille apportent l'homéopathie. Ah oui, d'accord. Et que les gens apportent bien leurs médicaments. Ouais, ouais. Je ne vois pas pourquoi ils n'apporteraient pas de l'homéopathie et qu'ils aient leurs granules et leurs petits flacons avec eux et de dire, bon bah voilà, si je me sens pas bien, je prends 5 granules ce soir, 5 granules demain, etc. Enfin, avant, d'ailleurs c'est ce qu'a fait un jour le médecin qui a été appelé, hein, je crois que tu as été appelé à Dinan, donc pour une dame assez âgée, etc. Et puis, c'était pas la peine quand même de lui donner donc des médicaments qui allaient lui rendre plus malade. Et ben, il a demandé justement donc à la famille d'aller lui chercher certains médicaments donc d'homéopathie. La famille lui a donné, les infirmières ont été contentes de voir qu'on pouvait donner ça. Donc on peut refuser les médicaments qu'on nous donne quand on est en hôpital. Ah là là. On va revenir sur l'approbation derrière parce que ça c'est un autre débat. Alors je vais essayer de faire tourner le micro un maximum. Oui, voilà, madame. Pardon, monsieur d'abord, excusez-moi. Bonsoir, Gilbert Genouel. Je voudrais simplement rappeler que le nombre d'avogadros qui servent à nos contestataires pour dire qu'il n'y a rien dans les médicaments date de 1818. C'est quand même une nouveauté scientifique extraordinaire. Il s'est passé beaucoup de choses dans la physique depuis, et pour prétendre que l'homéopathie ne marche pas, il faudrait d'abord avoir exercé, avoir une clientèle en homéopathie, voir les gens qui viennent et qui vous disent merci. Vous avez 40 ans d'homéopathie en vétérinaire, j'ai même ma clientèle a tenu le coup jusqu'à ma retraite, sans aucun problème. Autre preuve par l'exemple. Madame. Oui, Catherine Cavaret. Je voulais revenir sur la médecine des preuves et le fait que... je suis désolée, on vous appelle Monsieur Sceptique, mais voilà quoi. Il est président de l'association de sceptiques, le pauvre. Donc en fait, limiter la médecine des preuves ou l'évidence basée médecine sur les publications, c'est limiter l'EBM à un de ses piliers. Il y a un autre pilier qui est extrêmement important, qui est l'expertise clinique des médecins et des vétérinaires. On n'est pas des sorcières. Enfin, bon, là, il y a des femmes, c'est pas une thérapeutique de sorcières. Nous sommes des scientifiques, nous sommes formés, comme tous les autres médecins. Et cette expertise clinique, ces observations, ces répétitions de traitement, elles ont autant de force que les publications. On connaît,
Je pense qu'on connaît moins, enfin, on pense connaître plein de choses. En fait, il y a plein de choses à découvrir. Et effectivement, quand on pratique, on se frotte à des choses qu'on ne connaît pas, à des signes cliniques qu'on n'a jamais vus, à des situations nouvelles, à d'autres expériences d'autres médecins, d'autres vétérinaires. Et limiter l'évidence basée de médecine aux publications, c'est pour ma part une grosse erreur. Est-ce que la même, juste puisque vous avez le micro, est-ce que la même question se pose en allopathie? Après tout, on a des médicaments qui fonctionnent très bien sur certaines personnes, pas du tout sur d'autres personnes, et la même molécule sur 10 personnes va avoir 10 effets différents. Alors, moi je suis vétérinaire et j'ai l'habitude de dire que les animaux ont le droit de mourir avec des antibiotiques, mais pas avec de l'homéo. D'autres questions, madame? Bonsoir, donc moi c'est Émilie, j'ai juste une question parce que je suis blogueuse dans la périculture, donc je suis suivie par des mamans, et ma question du coup ça serait au niveau de la petite enfance, du coup les enfants on peut leur donner à partir de quel âge? Et du coup je suppose que la posologie du coup n'est pas du tout la même que d'un enfant par exemple qui a 6 mois ou un enfant qui a 3 ans. Docteur Miard. Alors, je vais avec beaucoup de plaisir répondre à votre question. On peut donner l'homéopathie à l'enfant in utero. Et oui, avant même qu'il soit né, puisque... Pourquoi, par exemple? Sur quel type de pathologie? Alors là, on accompagne surtout la mère, mais il faut admettre que l'homéopathie va être diluée dans tous les liquides de l'organisme, donc le bébé en profite aussi. Donc c'est vrai que si la maman est stressée, le bébé est stressé. Et donc on peut aussi traiter l'enfant, bon déjà in utero. Lorsque l'enfant est né, moi j'utilise une façon très simple d'administrer l'homéopathie s'il y a des coliques, des régurgitations, un reflux ou autre. C'est si la maman allaite, de faire prendre les granules à la maman. Et donc sur le même principe, le bébé va être soigné grâce au lait de sa mère qui est imprégné, dans lequel on retrouve ou pas nos dilutions homéopathiques. Et après, c'est encore plus simple. Si le bébé prend des biberons, par exemple, on peut dissoudre les granules dans le biberon, puisque en fait nos granules c'est du sucre, hein, c'est une association de saccharolactose, donc c'est très simple, hein, ça fond. Et à partir du moment où l'enfant commence à manger ou à goûter ou à mettre des petites croûtes de pain dans sa bouche, on peut lui mettre les granules un par un dans la bouche. Donc je ne ferai vraiment pas de difficulté à donner de l'homéopathie à un enfant, quel que soit son âge. Ah non, ça fond très vite, hein, ça fond. À partir du moment où l'enfant est capable de manger à la cuillère, c'est très facile. On lui met les granules un par un dans la bouche. Alors je fais l'expérience avec les petits directement. Bah, ils sont dans les bras de leur mère. Et aux mamans qui me répondent « Oh là là, mais il va s'étouffer avec le granule. » Je prends un tube de granule. Alors c'est n'importe quoi. C'est un super placebo. Mais enfin, c'est un tube de granule. Et je prends un granule dans la main. Normalement, il ne faut pas les toucher. Et hop, je le mets dans la bouche de l'enfant qui trouve ça un peu bizarre pour la première fois, qui repousse un petit peu avec sa langue. Et en fait, il y a juste besoin de regarder en quelques secondes, ça y est, le granule est dissous. D'autres questions, d'autres remarques? Alors allez-y. Voilà, madame. Ouais, ma fille vient de parler, donc je voulais savoir le dosage. Est-ce que c'est comme quand on voit des fois 3 granules tous les 2 heures? Est-ce que c'est la même chose pour les enfants que pour les adultes, ou on diminue la dose pour les enfants? Docteur Miard. Alors, quand vous parlez de la dose, moi je fais un peu l'amalgame parce que la dose pour moi c'est le petit tube. Oui, mais autrement, si c'est 3 granules, par exemple. Alors, je fais vraiment la distinction entre les granules qui sortent d'un tube de granules qu'on va compter 1, 2, 3, 4, 5 toutes les heures, toutes les 2 heures, et la dose
qu'on prend de façon un peu moins répétée, qu'on va prendre, je ne sais pas, une fois par semaine ou une fois par mois, ou une fois par an, peut-être une fois par vie, parce qu'il y a des unicistes aussi, donc on les respecte. Et donc, en fait, dans la répétition de la prise, je me base essentiellement sur les symptômes. Si les symptômes sont présents, on a besoin de donner les granules. S'il n'y a plus les symptômes, il n'y a plus aucune indication à prendre ou à donner les granules. Moi, j'avais... Excusez-moi. Donc, en fait, ça peut être toutes les 2 heures, 3 granules, ça peut être toutes les 4 heures, mais ça va dépendre du symptôme. Ah, ça c'est la grosse question. Et après, la question d'après, c'est à quelle hauteur de dilution? N'oubliez pas, je l'attends. Et donc, en fait, combien de granules? Moi, je donne 3 par 3, d'autres vont donner 5 par 5. J'ai même eu un confrère qui mettait un granule dans une bouteille d'eau et qui faisait boire à répétition. Donc, vous voyez, tout se fait. Je pense qu'il y a autant d'homéopathes que de façons de prendre ou de donner l'homéopathie. Il n'y a aucun risque si on met des granules. Comment? Si on met des granules? En plus, il n'y a aucun risque. Alors, ça, c'est notre grande chance. Parce que pour répondre à Monsieur Sceptique, on est quand même le seul médicament placebo qui n'a pas d'effet secondaire. Donc ça, bon, au pire, il a pris trop de granules, et tant mieux pour les laboratoires. On va leur permettre de survivre. Et sinon, s'il n'y a pas eu assez de granules, ils vont répéter la prise 2 heures après, par exemple. Mais s'il y en a trop, ce ne sera pas un problème. D'autres questions, d'autres remarques? Alors, allez-y rapidement, madame, ensuite on fait quand même tourner un peu le micro. Je voulais juste féliciter la vétérinaire et la dame qui soigne ses cochons à la homéopathie, parce que je trouve ça merveilleux. Moi, j'ai souffert pendant 1 an et demi, où on m'a dit que j'étais folle. Et malheureusement, je ne peux pas prendre d'antibiotiques ni rien, parce que j'ai la maladie de Crohn et des calculs rénaux. Et donc, combien de fois j'ai dit à mon docteur, même à l'hôpital, disant je préférerais aller chez un vétérinaire, me faire soigner, et au moins, les animaux ne parlent pas, mais les vétérinaires sachent ce qu'ils ont, les animaux. Donc, je tiens à remercier ces gens. Merci de ce témoignage. Monsieur. Oui, moi je voudrais surtout pas rentrer dans le débat scientifique. Je considère comme simple patient que la seule chose qui compte, eh bien, c'est que ça marche, hein, c'est tout. Par contre, je voudrais juste faire une remarque, une petite question aussi. En écoutant tous ces témoignages, on devrait être très optimiste sur l'avenir de l'homéopathie. Et malheureusement, je crois que ce n'est pas le cas, parce que j'ai quand même entendu que l'homéopathie était en voie de disparition, ça a été dit. D'autre part, on reconnaît aussi que bientôt, il n'y aura plus de médecins homéopathes. Alors moi, je pose une question très concrète. Comment on fait pour se soigner par l'homéopathie ? Qu'est-ce qu'il peut répondre? Docteur Miard, peut-être? C'est l'un des grands enjeux, hein, arriver à former des médecins homéopathes à l'avenir. On est vraiment à un grand virage, là. Il faut l'aborder peut-être sereinement. Moi, j'ai beaucoup de craintes, effectivement, pour la prescription future de l'homéopathie. C'est pour ça qu'on ne peut qu'inviter les gens qui sont convaincus de l'efficacité et du bien fondé de cette façon de se soigner, de se documenter, d'apprendre, d'observer, d'essayer et de vraiment jouer à mener l'enquête du bon remède pour le bon symptôme, pour la bonne personne, que ce soit pour soi-même et si on aime les autres, pour son entourage et les gens qui veulent se soigner comme ça. Se prendre en charge, toujours. D'autres questions, remarques? Monsieur, allez-y. Alors, bonjour, Obo. Je vais bien vous donner une expérience, vous voyez, l'observation de l'expérience, et excusez-moi, je suis enrhumé. Combien de granules que les médicaments, que l'homéopathie soit placebo, ça m'est égal, que c'est de l'observation, le résultat qui compte. Et quand on n'a pas d'autres moyens, qu'on ne peut pas se soigner en allopathie, je vais vous donner, moi j'utilise l'homéopathie en traitement de fond. Et je vais vous donner un seul exemple, j'en ai plusieurs comme ça, mais j'ai
les yeux qui pleurent depuis des années, et couler de plus en plus. Tous les ophtalmos me disent qu'il n'y a pas de solution, il n'y a pas de soin pour ça. Ce sont vos muscles ou vos petits nerfs qui lâchent avec le vieillissement. J'ai 79 ans et ben, on ne peut rien faire. Donc j'ai essayé l'homéopathie. J'ai eu de très bons résultats à l'homéopathie. Je ne dis pas qu'il n'arrête, il pleure par moments, ça arrive un petit peu dans la journée, mais si je prends rien, ça coule à plein comme une fontaine. Et j'ai des enfants à l'étranger. Quand je pars à l'étranger, je ne prends rien du tout en médicaments. Ben, à chaque fois que je suis absent, que j'arrête un mois le traitement homéopathique, eh ben, mes yeux recoulent à flot, entre guillemets, si vous voulez, et coule énormément, et c'est très gênant. Donc j'ai d'autres expériences dans le même sens. En traitement de fond, il y a de très bons résultats en traitement de fond, et je me soigne dans ce sens-là en homéopathie. Allez, il nous reste 3 ou 4 minutes si des personnes veulent encore... Ah pardon, écoutez, on va vous apporter un micro juste devant, monsieur. Je peux parler maintenant. Je vais vous dire, je suis en train de vous écouter avec beaucoup d'intérêt parce que je me soigne avec de l'homéopathie et je viens de passer 6 ans, 8 ans au Brésil. Et donc, je vous écoute avec une double culture, puisque je suis brésilienne et française. Mais ce qui est en train de se passer au Brésil, j'étais étonnée parce que déjà, il n'y a pas d'homéopathie. Donc, je me sentais aux découvertes, sans référence. Bon, sans rentrer dans toute l'analyse de la médecine au Brésil, mais ce que j'ai découvert, c'est qu'il y a, vous connaissez un petit peu la structure politique, sociopolitique du Brésil, des prêtres qui organisent des centres de développement de l'homéopathie populaire. Et j'en ai vu ça à Rio, à São Paulo et à Pernambuco. Et donc, c'est ce qui disait quelqu'un qui a parlé juste avant. Moi-même, je suis allée à la pharmacie en arrivant de retour et j'ai acheté mes médicaments grâce au guide qui était à la pharmacie. Et parce que je me soigne depuis longtemps. Mais c'est impressionnant la force que ça prend au Brésil comme médecine populaire. Des centres qui développent ça, je ne sais pas qui intervient comme base scientifique ou quoi, mais on parle des dilutions, je ne connais pas, je n'ai pas été fréquentée, mais ça pousse énormément et c'est un espoir pour la médecine populaire du Brésil. Voilà. Merci de ce témoignage. Monsieur. Bonsoir, docteur Philippe Lepivert, homéopathe acupuncteur. J'ai exercé pendant plus de 40 ans et enseigné également l'homéopathie dans des structures privées et aussi à la fac. Et je pense que je peux témoigner un petit peu de ces années de pratique. La première chose que je voudrais dire, c'est la difficulté de faire des recherches cliniques en homéopathie. Plusieurs intervenants soignants ici, le docteur Miard, madame Davoust et la vétérinaire, ont bien insisté sur l'individualisation du traitement de l'homéopathie. Ce qu'on donne à Duchemone, on ne va pas le donner à Tartampion, et ce qu'on donne à Tartampion, on ne va pas le donner à Dumoulin. C'est donc la difficulté de faire un groupe homogène face à un groupe placebo, enfin témoin, disons. Ceci dit, il y a eu l'annonce de 500 et quelques études cliniques qui ont été faites. Ce n'est pas que sur des hommes et des animaux. Il y a eu également de nombreuses études faites en laboratoire universitaire, avec madame le professeur Madeleine Bastide à Montpellier, le professeur Cambard à Bordeaux, des études qui ont été faites avec ce qu'on appelle les boîtes de pétri et vraiment des choses où le psychisme ou l'aventure n'est pas prise en compte. Il ne faut pas oublier non plus qu'actuellement que le professeur Montagnier, prix Nobel de médecine, est vraiment en train de rechercher de manière très pointue le fonctionnement de l'homéopathie et via la physique quantique qui paraît évidente. Et le professeur Henry, dont vous avez parlé, a travaillé avec le professeur Montagnier. J'ai soumis ce dossier d'ailleurs à un de mes amis qui est physicien quantique, qui m'a dit bah oui, ça tient la route ce truc, il n'y a pas de problème. Donc voilà le point sur la pratique et sur la recherche. Un petit mot quand même pour Monsieur Sceptique,
Je ne pouvais pas m'en passer. Mais il a bien fait de poser sa question et d'intervenir en tout cas. Je voudrais quand même rappeler, que ce soit en médecine ou dans d'autres branches de la science au sens très large du terme, de nombreuses découvertes et théories sont nées du fruit du hasard. Il ne faut pas quand même oublier, pour prendre des exemples récents, que l'aspirine, connue depuis des siècles pour son activité anti-inflammatoire et antidouloureuse, l'acide acétylsalicylique, il n'y a que quelques dizaines d'années qu'on sait qu'elle a un rôle anti-agrégant plaquettaire. Tout le monde s'en foutait jusque-là, et puis on l'a découvert. Maintenant, qui n'a pas son cardégique à partir d'un certain âge? Deuxième chose, fruit du hasard, le minoxidil qu'on donne pour les chutes de cheveux. Au départ, ce n'était pas du tout fait pour ça, c'était un hypotenseur. Et on s'est aperçu que les gens qu'on traitait pour la tension avec ça, ils avaient les cheveux qui repoussaient. Hein? Donc, le fruit du hasard, monsieur sceptique, il faut ouvrir les yeux et enlever les peaux de saucisson. Hein? Il y a eu d'autres médicaments pour le cœur qui ont eu d'autres effets ailleurs qui étaient inattendus également. Sur le plan de l'avenir de l'homéopathie, depuis le temps que j'exerce et que je connais l'homéopathie, j'ai été nourri aux granules, moi, puisque mon père était pharmacien homéopathe, donc j'étais gavé de granules. Et comme l'a dit le docteur Miard, quand je suis arrivé à l'hôpital, je dis jamais je ferai d'homéopathie, jamais, jamais, jamais. On est un peu rebelle à cet âge-là. Et puis, comme elle, à force de déambuler dans les couloirs, de lit en lit, je me suis aperçu qu'il y avait des patients qui étaient là, qui souffraient, qui avaient des pathologies. On essayait des traitements et ça ne marchait pas. Je me suis dit, il y a peut-être quelque chose d'autre à faire. Et c'est comme ça que je suis parti dans le champ de formation d'homéopathie et d'acupuncture. Et je ne regrette absolument pas. Alors, malgré tout ça, nous sommes en ligne de mire, tous azimuts. Les universitaires qui ne parlent de l'homéopathie dans les cours à la fac que pour la démolir. Certains médecins qui n'hésitent pas à faire des tribunes dans la presse, signées, quelquefois de manière anonyme, pour démolir l'homéopathie et demander l'interdiction de la prescription de l'homéopathie par les médecins. Dans le collimateur de la sécurité sociale, bien sûr avec le déremboursement, mais aussi avec les chinoiseries de contrôle qu'on peut avoir pour tel ou tel type de prescription. On est également dans le collimateur d'une manière par les universitaires qui veulent supprimer les formations de diplômes universitaires comme à Lille, comme à Bordeaux. Lille, c'est quand même le plus ancien DU d'homéopathie qui avait été monté par le docteur Guermont-Pré. Donc on est vraiment le cœur de cible de tout le monde actuellement. Comment voulez-vous que les jeunes praticiens aient une envie de se former quand ils partent avec ce lourd handicap? Ils sont à peine défendus par le Conseil de l'Ordre, qui, dans les revendications de certains, veulent nous interdire de mettre la mention homéopathie sur nos ordonnances, et d'autres nous interdire la prescription d'homéopathie. Alors, c'est un petit peu angoissant pour les jeunes médecins et les médecins qui travaillent actuellement et qui vont prendre leur retraite, mais encore plus pour les patients, comme le faisait remarquer un des intervenants. Rapidement, parce qu'après le micro va circuler. Deux petites remarques. Au XIXe siècle, Hahnemann était à Paris et déjà les médecins voulaient le casser et interdire l'homéopathie. Le roi Louis-Philippe, à l'époque, avait dit « Oh là là, je suis déjà embêté par les jésuites, je ne veux pas employer en plus les médecins sur le dos. » Et le Guizot, qui était l'équivalent du Premier ministre actuel, était interpellé à la Chambre des députés. On lui demandait d'interdire l'homéopathie. Et il avait répondu « Si l'homéopathie était inefficace, elle s'éteindra d'elle-même, et si elle est efficace, ça ne sert à rien de l'interdire. » Et on voit bien ce soir, en tout cas dans ce parterre qui a témoigné l'efficacité de l'homéopathie. Et la dernière question, dernière remarque de la soirée. Je ne sais pas si le micro a bougé ou pas. Voilà, madame, allez, c'est vous qui allez clore. Dans cette soirée où la parité chez un signané n'a absolument pas été respectée. Bonsoir. Je vais vous parler d'un témoignage. En fait, en 2005, j'ai eu un accident de ski.
C'était le mercredi, radio, etc., fracture de 2 malléoles. Et comme je n'étais pas sur place, évidemment, le radiologue me propose de faire un plâtre de maintien et de me faire opérer ou pas en rentrant chez moi. Donc j'étais rapatriée seulement le samedi. Donc mercredi au samedi, je suis restée avec mon plâtre de maintien en attente de rentrer. Et tout de suite, j'ai tout de suite pris des doses d'arnica, des doses homéopathiques. Voilà, en attendant, et j'étais rapatriée le samedi et opérée en urgence le samedi, et avec une anesthésie locale. Donc moi j'entendais tout ce que disaient les chirurgiens. Et lorsqu'ils ont ouvert, je les ai entendus dire « Oh là là, mais qu'est-ce que c'est propre, c'est incroyable, c'est net !» Et ben moi je savais aussi pourquoi, et j'en ai la preuve certaine que c'était parce que j'avais pris de l'arnica, parce que sinon ils auraient découvert un hématome assez important. Voilà. Et voilà, des preuves en tout cas, des preuves, des ressentis, des patients qui vont mieux. C'est ce qui compte. On peut applaudir vraiment tous nos témoins qui sont venus ce soir avec leurs différents corps de métier participer à cette soirée. Une soirée, je vous rappelle, qui est organisée par le collectif On Nommé au Mon Choix. Et je rappelle, il y a 22 soirées comme ça qui sont organisées dans toute la France en ce moment. Les dernières sont jusqu'à la semaine prochaine. Donc si vous avez des amis ou des personnes intéressées par l'homéopathie, n'hésitez pas à leur dire d'aller aux prochaines soirées. Voilà, merci beaucoup à tous. Bonne soirée, bonne nuit.